Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le 106.8. Nous sommes partis pour 2 heures de football, mais surtout du football autrement. Nous allons revenir sur l'actualité de ce sport et alors notre dossier du jour. Comme chaque semaine, en fin d'émission, lors de la dernière heure, nous abordons un sujet, un dossier que nous allons aborder autrement que les autres radios et en tout cas les autres journalistes. En tout cas, ici, pas mal d'analystes et pas mal de gens bien placés pour parler de football autrement m'accompagnent ce soir. À ma droite, Saïd Adouche, comment allez-vous ? Bonsoir, en forme. En forme, alors pas mal d'actualités, hein. Saïd, on va revenir sur ce qui s'est passé au niveau du derby wallon. Notre dossier du jour que je vais révéler d'ici quelques instants. Mais avant ça, Georges Helen, et aussi à ma droite. Georges, comment allez-vous ? Moi, je vais très bien. Très bien, la forme, Georges ? Oui, très bien. Même. Vous avez regardé avec beaucoup d'attention le derby wallon de ce week-end ? Oui, c'est un derby que je connais bien, que j'ai très bien connu, tant en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. Ouais. C'est vraiment, ça n'a vraiment pas changé. Bon, on va y revenir sur ce qui n'a pas changé. Et alors à ma gauche ici, l'homme chiffre, l'homme statistique, l'homme analyse. Yves, comment allez-vous ? Super, Jordi. À la forme ? Prêt. Pas mal de chiffres ? Beaucoup de chiffres ? Oh, il y en a. Dans ce genre de match, il y a des chiffres. Hein. C'est il y a tellement des chiffres à avoir. Il y a tellement des beau. chiffres. Et alors, on passe un petit coucou à Emile Mpenza qui n'a pas pu venir, qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui pour des causes de maladie. Donc voilà, on retrouvera la semaine prochaine, bien sûr, Emile Mpenza. Avant de débuter donc notre émission sur le derby wallon, je voulais remercier donc Taxiver, notre sponsor avec son application Split, donc SPLYT. N'hésitez pas donc à aller télécharger l'application et aussi bénéficier d'un certain pourcentage donc sur votre première course avec le nom de code Arabelle 2017. Et alors aussi à Tunis Air, on va vous proposer pas mal de cadeaux avec un jeu qui sera fait d'ici la semaine prochaine. N'oubliez pas Facebook Arabelle Sport, venez liker et aussi venez participer avec nous en disant en réagissant à ce que tout simplement les personnes autour de la table peuvent dire et les analyses qu'on va sortir. Alors les amis, le derby wallon dans un premier temps, on va revenir bien sûr aussi sur Anderlecht en Ligue des Champions, ce sera cette semaine. Et alors on va revenir sur notre dossier du jour. Je vais vous révéler notre dossier du jour. On va parler de l'évolution du football d'il y a plus ou moins 50 à 70 ans à tout simplement le football d'aujourd'hui. Et en plus de ça, toutes les générations sont réunies autour de la table, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors j'ai assez parlé, j'ai assez dit de choses ici autour de la table, les amis. Le derby wallon, Saïd, score de 0-0. Est-ce qu'on pouvait s'y attendre à ce résultat ? Non, parce qu'on disait que le Standard était moribond et il y avait des problèmes. Or, dès les premières minutes, pendant 15 minutes, c'était le Standard qui avait pris le match en main, avec une agressivité certes. À domicile, hein. À domicile, donc ils pressaient sur le porteur du ballon et ils n'ont pas laissé le Charleroi s'exprimer. C'est Charleroi qui a dû contenir le Standard pendant un quart d'heure. Ouais. Georges, vous avez joué face à ces deux équipes, hein. On rappelle, vous avez fait une petite carrière à Anderlecht, hein. Une histoire de plus ou moins 300 matchs, on n'est plus à ça près. Quel est le souvenir que vous gardez de ce genre de match face au Standard ? Parce qu'on le sait, Standard Anderlecht, c'est pas un derby, c'est plutôt un classico. Et alors aussi face à Charleroi, quel est ce sentiment que vous retenez lors de vos apparitions ? Mais le sentiment le plus clair, c'est qu'on avait, nous en tous les cas, les Anderlechtois à l'époque, on avait l'intention chaque fois d'être meilleur qu'eux, mais footballistiquement parlant. Et les gars qui jouaient au Standard à cette époque-là, ils avaient plus envie de montrer le poing que les pieds. Donc quelque part, c'était des matchs très engagés tout le temps, mais où chacun respectait chacun, parce que il faut savoir aussi que tant dans l'équipe du Standard de l'époque, il y avait aussi des internationaux que j'ai côtoyés en équipe nationale et avec qui on avait un respect extraordinaire. Mais c'est vrai qu'on se retenait pas parce que c'était des amis, non, on allait dans le duel pour gagner, et ça a toujours été dans cette mentalité-là, parce que je dis, le temps que l'on a connu là, c'était vraiment extraordinaire. C'était être des employés d'un club. On rentre
au théâtre, sur le terrain, et puis là, on connaît plus personne. On connaît plus personne. On va y revenir aussi sur ce qui s'est passé après le match, mais on va rester concentré sur ce 0-0. On a eu donc les sensations de Saïd et de Georges. Yves, quel est le premier chiffre qui, à toi, te vient à l'esprit dans cette rencontre entre le Standard de Liège et le Sporting de Charleroi? J'abonde avec les chroniqueurs. 252 duels. 252 duels. Est-ce que c'est quelque chose d'anormal? Enfin, pas anormal, mais je veux dire, est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel? Est-ce qu'on voit ou pas spécialement? Tout dépend comment on analyse ces duels. Ouais. Si on part du principe, ça peut arriver. Néanmoins, si on rentre dans les détails, on se rend compte que on a 80 duels aériens. Je vais donner un simple exemple et vous allez vite comprendre. Le Bayern de Munich, quand il joue, il a joué contre Leverkusen, il était aux alentours de 50 parce qu'ils ont joué duel aérien. En duel aérien, 14 balles sur le pauvre petit Vidal et on en reparlera. Par contre, en match classique, le Bayern vous fait 33 duels. Tout confondu. Et concernant Anderlecht ou concernant le Standard et le Sporting de Charleroi, est-ce que tu as d'autres chiffres concernant ces duels? C'est très parlant. C'est que Mpoku, sur les 252, il en a joué 38. Bocadi, 29. Luyendama, 21. Oui, 21. Et ce qui est très intéressant, c'est que du côté Charleroi, on a mis Babi au travail. Il a eu 45 duels. Luke Bacchio, 34 duels. Et j'ai vu des Ushimata, mais c'était très intéressant. Fortuna on a eu 33. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire 6 joueurs représentent 200 duels. Donc 6 joueurs représentent 80% des duels de ce match. Saïd. C'est très simple, c'est que c'est un match où il y a eu que l'arbitre, heureusement, il a bien arbitré parce qu'il a laissé, il voulait pas qu'il y ait des ruptures. Il y a eu trop de ruptures. Vraiment, si on peut dire, le match a été saucissonné par des fautes. Il y a eu, ça a dépassé 40 fautes, ce que la moyenne aujourd'hui va vers entre 20 et 25. Ouais, on est au double. Hein. Là, on est double. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de contacts et c'est surtout le Standard. C'est le Standard qui avait envie de revenir, de gagner ce match chez eux. Et c'est pourquoi? C'est pour une sensation d'impuissance face à ce Sporting de Charleroi? Pour s'imposer à l'adversaire et ne pas les laisser s'exprimer, ce qu'ils ont réussi. Ils ont bien réussi. Il faut dire que Mpoku sur le flanc gauche, il était très actif, lui et Ndangala. Donc ils ont fait travailler donc le Charleroi qui est venu le premier. Ils sont venus premiers, mais ils ont passé une mauvaise après-midi parce qu'ils ont compris que l'adversaire était là. Ce qu'il y a, c'est que Mpoku hier, il était donc très un bon jour, donc il est passé de l'axe vers le flanc, et dans ce flanc gauche, il a porté le danger, et il a été le relayeur, c'est lui qui a distribué le jeu à partir du flanc, et non pas Akbo ni Bocadi. Bocadi, il a donné certains ballons, Akbo était un peu mais c'était Bocadi qui était le récupérateur hier, et c'était lui le distributeur, parce que le côté gauche était très très influent. Très influent, donc Pocognoli n'était pas, il est blessure, il a un peu la cheville, donc il n'a pas apporté ce qu'il fallait parce que ça aurait été beaucoup plus dur pour Charleroi. Mais Charleroi est venu contenir. D'ailleurs, ils sont contents d'un point et c'est dommage. Parce que c'est dommage, ce n'est pas ainsi qu'ils vont améliorer la qualité, bonifier les joueurs. Parce qu'ils n'ont pas des séquences de 5-6 passes, ça n'existait pas. Ouais. Il y a beaucoup de ruptures, c'est un match, ce qu'on appelle un jeu merguez. Georges, pour revenir sur le jeu merguez, mais surtout sur l'évolution du football qui sera notre dossier donc en deuxième partie d'émission, est-ce que vous avez toujours connu, quand vous affrontiez le Standard, un Standard, on va dire, costaud dans les duels, un Standard qui osait aller au contact? Oui, un Standard agressif, dans le bon sens du terme, bien entendu. Premièrement, pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit là tout à l'heure, nous avions une partie de joueurs d'Anderlecht qui jouaient en équipe nationale et l'autre partie, c'était celle du Standard. Donc, on voulait, dans ce match-là, démontrer qui étaient les meilleurs de ceux-là. Ou Anderlecht ou le Standard. Ou Anderlecht ou le Standard. Et je dois dire honnêtement que ça n'a jamais été un match où on s'est retenu pour quoi que ce soit. L'engagement, un match toujours avec total. enjeu. Ah oui, le match c'était vraiment fabuleux parce que pour moi, en tous les cas, je me rappelle, j'avais la rage dans la bouche. Donc,
à partir du moment où je jouais contre un superbe ailier gauche, la première chose que je lui faisais, c'est de lui faire sentir qu'il fallait qu'il me respecte. Donc, mais ça a été comme ça tout le temps. Tout le temps. Moi, j'ai connu 15 années comme ça. Ouais. Et ça a été toujours dans ces mentalités. Je dirais qu'à Liège, on crée cet esprit. Cette ambiance. On crée cette ambiance. C'est pour un peu effrayer les supporters, mais aussi les joueurs adverses. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. À partir du moment où tu sais qu'il y a chaque fois une bagarre après le match, tu sais à quoi t'en tenir. Ça fait partie un petit peu du folklore. Yves, en parlant de chiffres, j'ai un chiffre, dis-moi si tu le connais. Le Standard, le Sporting de Charleroi, ça fait, je pense, 5 ans qu'ils n'ont pas réussi à marquer Asclessin. Est-ce que tu avais ce chiffre ? Non, mais je vais te répondre autrement. Je te répondrai tout simplement. C'est Driss Akouz qui me l'a donné. Non, c'est très juste. Et Driss a raison. Ce qui est très frappant, toujours en restant dans cette réflexion-là du duel, parce qu'on peut pas se cacher, c'est qu'on a eu 71 ballons perdus par le Standard. Et on a eu 67 ballons récupérés par le Standard. Et quand tu vas regarder Charleroi... Donc pour plus ou moins une balle perdue, ils en récupèrent une. Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que tu en as aussi quasi une 70 de perdus pour Charleroi et que tu en récupères une 60. Ouais. Donc, ma question à vous qui avez une expérience et qui connaissez le coaching, en tant que coach dans une situation pareille, vous vous rendez compte qu'une balle sur deux est perdue, qu'est-ce qu'on fait à la mi-temps ? Saïd. S'il est presque 60 et 70, ils sont presque sûrs. Ça veut dire que chaque fois qu'on gagne un ballon, on le perd et c'est l'adversaire qui le prend et il le perd. C'est le jeu merguez. Et c'est là le jeu merguez, en fait. C'est là le jeu merguez. C'est parce qu'on ne donne pas le temps aujourd'hui. Regardez le Bayern de Munich qui prend 72% du match hier contre Hoffenheim, mais il perd sur 2 actions. Mais on l'avait dit ici, on reviendra sur Bayern. Ouais. Mais il y a des équipes aujourd'hui qui conservent. C'est pour ça qu'il y a moins de fautes. Il y a moins de contacts, il y a moins d'arrêts. Chez nous, la loi 12 et la loi 13, donc il y a 17 lois du jeu, la loi 12 sur les fautes directes et la loi 13 sur les fautes indirectes. Les joueurs ne connaissent pas. Les joueurs, quand il fait une faute, il ne sait même pas la faute qu'il vient de commettre. L'arbitre siffle, mais il n'y a que l'arbitre qui le sait. Or que l'arbitre, c'est une loi, il veille à l'application des règles. Or, les joueurs ne règlent pas. Hier, par exemple, aujourd'hui, on observe les joueurs. C'est l'intention d'aller à la conquête du ballon, mais pas au contact avec les joueurs. Or, on va au contact avec les joueurs, comme si c'était du football. Non, là, c'est l'anti-jeu. Là, on arrête le jeu de l'adversaire, mais on le perd. Mais bon, j'entends maintenant même dans les médias, il dégage dans la tribune, il vous dit enfin il a dégagé parce qu'il allait perdre le ballon, mais il a perdu. C'est l'adversaire qui va l'avoir. Dégager dans une tribune, c'est perdre le ballon. Donc le fait de faire une faute, on ne récupère pas le ballon. Le jeu consiste ou bien à récupérer le ballon ou bien à défendre ensemble son but. Donc, ça, en gros, il n'y avait pas de stratégie de jeu. D'ailleurs, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de ligne de conduite. Quand on regarde la possession de balle et on regarde s'il y a un projet. Il n'y a pas. C'est par instinct que les joueurs. Donc ça veut dire que, Saïd, vous êtes en train de dire que les 2 entraîneurs, que ce soit du côté du Standard de Liège et du Sporting de Charleroi, sont venus avec les 11 joueurs alignés donc, en tant que titulaires et se sont dit on verra comment ça se déroule. Juste aller au contact. C'était un peu ça le mot d'ordre. Non, je vous dis, aujourd'hui, il y a les 4 étapes. Il y a la possession de balle. Une équipe est en possession de balle. Elle vient de perdre le ballon. C'est une deuxième étape. Elle est en perte de balle ou bien elle vient récupérer. Ce sont 4 étapes. Dans ces 4 étapes, il faut un projet pour chaque étape. On doit le regarder ensemble et ça se répète. C'est toujours la même chose. C'est un projet. On le voit pas chez nous. Chez nous, c'est un match qui commence et il se déroule avec des ruptures. Et les joueurs jouent. Et on lance les ballons, mais les joueurs par instinct, c'est eux qui décident. D'un côté, par exemple au Standard, il y avait Séville, il y avait des automatismes qui étaient créés. Donc ils composaient avec ses partenaires. De l'autre côté, Edmilson, il jouait instinct. Maintenant, ils sont partis. Regardez Charleroi. Donc ils sont venus avec la même équipe qu'il y a plus que 3 semaines. Tandis que Standard avait changé les 2 attaquants. Donc il y avait Carlinos, il y avait Doucouré Kops, et puis derrière il y avait Luyendama. Donc sont 3. Dans l'axe il y avait 3 nouveaux. On voyait pas du jeu, on voyait pas une séquence de jeu où par exemple le Charleroi au Standard construire à partir d'une défense, avoir la liaison avec le milieu de terrain et aller. On voyait. Donc il y avait une liaison qui était coupée en fait. Il y avait certaines équipes aujourd'hui, par exemple, vont rapidement vers l'avant et ne construisent pas.
Tandis que certaines équipes, comme hier, Anderlecht, tout passait par la défense. Ça sortait par la défense, par De Schaert qui était le leader, qui est revenu, il est plus confiant. On voyait que c'était lui qui ressortait le ballon. Et lui jouait, il jouait avec l'axe, il jouait avec dans Decker, il jouait avec très belle, mais il alimentait énormément au Obradović. Au Sporting et le Sporting, on a vu le Sporting hier. Non, Sporting Charleroi. Et on avait plus, donc si on prend une zone, par exemple défensive, il y avait plus de ballons donc au Sporting d'Anderlecht qui voulait construire à partir de l'arrière. Et Obradović était hier le meneur de jeu impressionnant ce joueur. Saïd, pour la rencontre qui a opposé le Standard et le Sporting Charleroi, il n'y avait pas ce genre de relance. Non, il y avait de l'engagement, on allait vers l'avant. Et on contrôlait pas, on prenait pas le temps de construire ensemble et de déplacer le bloc, de créer des espaces. Non, on partait vers l'avant. C'est qu'ils avaient le ballon, Saïd, ils se lançaient vers l'avant. Saïd Georges, en tant que coach ou coach de coach, vous vivez ça comment? Parce que vous vous rendez compte que vous regardez un match et vous vous rendez compte que pendant le match, vos 2 défenseurs centraux au Standard se font quasi pas de passe. Vous arrivez sur un 4-4-2 où les 2 milieux là, donc c'était Agbo et Bocadi, ne font pas de passe aux défenseurs centraux. Vous avez toute une zone de terrain où les gens ont peur de se faire une passe. En tant que coach, vous faites quoi? Alors que théoriquement, peut-être une solution pourrait venir de là. Mais déjà, Georges, comment on aborde aussi ce genre de rencontre? On aborde tout au moins, chaque fois, c'est tout le temps la même chose dans ces grandes équipes. Quand tu joues contre Bruges ou contre le Standard, tu as le sentiment de dire comment ils vont jouer. Ils changent leur physionomie, ils changent leur philosophie de jeu. Ils se disent, celui-là, ça sera pour celui-là. Mais est-ce que là, c'est pas une erreur de changer sa philosophie de jeu et sa philosophie de tactique face à une équipe? Est-ce que c'est pas mieux de garder la même stratégie, la même philosophie, que ce soit le Standard, que ce soit Anderlecht, que ce soit Bruges, que ce soit Genk? Tout est dépendant à ce moment-là de la qualité de ton équipe. Tu peux admettre beaucoup de choses. Tu peux te dire, je veux ça comme ça. Tu vas pas changer le Standard. Le Standard, c'est mentalement, c'est physiquement, c'est l'envie de faire mal à l'adversaire. Et tu as un Anderlecht qui veut paraître pour la qualité de jeu qu'il présente. Donc, tout ça fait qu'à un moment donné, tu te dis, mais est-ce que ça vaut bien la peine de dire de certaines choses? Genre, j'ai une question. En tant que coach, tu t'es déjà permis de dire, ces 3 joueurs clés-là, vous me les muselez? Parce que tu regardes le match hier, en duel... C'était courant. C'était les hommes clés. Oui, mais ça, c'est courant. Déjà, de mon époque, ça se disait. Les entraîneurs nous disaient à un moment donné, bon, que ce soit maintenant en club ou en équipe nationale, il y a celui-là, ça sera pour celui-là. Et tu savais au départ que ce sera que ça qui va se passer. Tu sais, à un moment donné, pour citer un nom, Léon Jack, dans son temps, tu lui disais, Léon, c'est ça et pas autre chose. Mais c'était ça et c'était pas autre chose. Hein. Saïd, concernant la rencontre, on va revenir sur cette rencontre qui est quand même un des derbys importants. Je ne lâche pas Sporting, Charleroi, un seul chiffre. Anderlecht. Attends, je termine. Anderlecht contre Lokeren, Anderlecht a tiré 17 fois. Notre derby, les 2 équipes ont tiré 18 fois. Mais tu as la réponse. Je sais pas, c'est une question. Il y a eu 4 buts. Parce que c'est un match d'agressivité, de duel qui s'est déroulé au milieu de terrain. Voilà. Et il y a beaucoup de... Quand on perd trop vite le ballon, on ne construit pas, on ne se met pas en position de tir. On ne peut être en position de tir, c'est qu'on arrive à progresser. Il y a des phases de construction, il y a des phases de progression et des phases de finition. Ce sont 3 étapes et 3 zones différentes. On part d'une défense... Aucun des 2 clubs a proposé, donc c'est ça. Non, ils n'ont pas. Ils étaient dans la précipitation. D'ailleurs, je veux vous dire une chose qui me surprend. Par exemple, un international comme Pocognoli, que des longs ballons. Il a touché le plus de ballons, c'était vers Paulet. Et c'est pas. Il y a quelque chose qui. Mais Saïd, on va le rappeler. Vous avez été directeur technique pour la fédération donc algérienne de football. Est-ce que vous avez, d'après votre expérience, une réponse à ce pourquoi ce match-là a quand même été ennuyeux alors qu'on attendait énormément et que c'était quand même l'affiche de ce week-end chez nous en Belgique? Bon, l'affiche, ça s'est déroulé, je vous ai dit, dans l'agressivité, dans le combat et dans les fautes. Je vous ai dit, dans les contacts, on ne pouvait pas voir 7 passes de suite, donner le temps à des joueurs de créer de l'espace, d'exploiter des espaces et d'orienter, de déplacer, et que collectivement, ils décident par où faire passer. Non, ils allaient simplement au combat. C'était un match de combat hier, je vous ai dit, plus que 40 fautes, c'est énorme. C'est énorme dans un match. Parfois, dans un match derby, quand on parle de derby, le Classico,
Vous jouez regardez, recherchez les chiffres pour la prochaine fois. Vous voyez le nombre de fautes entre le Real et le Barça. À part la période de Mourinho avec qui mettait au milieu de terrain Pépé pour nettoyer, pour faire la tondeuse. Donc, mais il n'y a pas, ça dépasse pas 20. Ça dépasse pas 20. Yves. Et ça rejoint, et comme dira Georges, si tu as des backs qui travaillent, tu as des centres. Hier, Standard, 12 centres, 40% de précision. Charleroi, 9 centres, 47% de précision. Georges, est-ce qu'on peut mettre ça sur le début de saison, le manque un peu de connaissances entre les joueurs, le temps de laisser un peu, même si on est déjà à la 6e journée de championnat début de saison, ça, c'est bon. Mais sur quoi, quelle peut être aujourd'hui la faute de ce manque de précision? Il faut toujours se dire que dans la préparation d'avant-saison, il y a un travail de fond qui est fait. À partir du moment où la saison commence, les matchs arrivent, on se met en place sportivement et collectivement de façon à être prêt directement. Mais ce prêt directement, il faut le temps. Laisser le temps aux joueurs d'arriver à une certaine maturité, connaissance et consorts, de pouvoir à un moment donné se dire, voilà, maintenant, là, ils sont prêts. Oui, mais donc ni le Standard ni Charleroi étaient prêts alors? Non. Le Standard était mieux que Charleroi. Était mieux, mais... bien sûr, largement mieux, puisqu'il y avait 2 attaquants qui n'avaient pas joué ensemble et que Mpoku et Ndongala, ils ont trouvé du jeu vers l'axe. Mais ils n'ont pas trouvé les filets. Ah, bien sûr, ça doit venir, puisque ce sont 2 attaquants qui arrivent, Carlinos et comment il s'appelle, Cop. Ce sont 2 joueurs qui viennent d'arriver, donc les relations et les automatismes n'existent pas encore. Ce sont 2 attaquants. D'ailleurs, dans un match pareil, mettre deux attaquants ensemble qui se connaissent pas déjà et que. Donc ça, c'était une erreur alors. Je ne sais pas. Moi, je peux pas à la proximité. C'est peut-être c'était utile parce qu'ils avaient pas aussi. Yves, une dernière réaction avant une petite pause. Je vais rester positif par rapport au Standard et je dirais tout simplement que depuis le match contre Zulte, on se rend compte que on a augmenté le nombre de duels. On est passé de 160 duels à 250. On a eu, entre guillemets, que 3 cartons. Tu regardes les derniers matchs. Néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est la qualité des centres. Au début de la saison, 8% de précision du centre. Sur 12 centres tirés, à l'heure actuelle, pour 12 centres, ils arrivent à 40%. Ça, c'est magnifique. Ouais. Mais je dis, c'est Ndongala et Mpoku qui ont fait la différence. Avant ces 2 Sévilles, qu'on disait qu'il n'était pas bon alors qu'il était bon, parce qu'il était excellent. Oui, il était vraiment, c'était lui le meneur de jeu d'enflant. Il faisait jouer tout le monde. Il faisait jouer tout le monde. Tandis que Edmilson, c'était le joueur qui était individualiste, qui voulait tirer, qui faisait des actions individuelles sur son flanc, mais sans avoir de la liaison. Hier, non, on a vu Ndongala et Mpoku. Vraiment, c'est eux qui ont, par exemple, Ndongala, vraiment, il a fait Nourio Fortuna, il a travaillé avec lui. Il a contenu, il a contenu. Et dans tout, dans l'agressivité, dans la récupération, dans tout. C'était bien du Standard. Avec des joueurs qui venaient d'arriver sans automatisme, surtout dans l'axe. Moi, j'avais peur pour Luyendama et Laïfis, qui n'ait pas de complémentarité ou synchronisme. Ils se sont débrouillés. Et Luyendama, dans le jeu aérien, il était très très présent. Il était costaud. Les amis, on va marquer une petite pause publicitaire. On va se retrouver tout de suite après. On va revenir aussi sur les faits hors du terrain qui se sont déroulés lors de la rencontre entre le Standard de Liège et le Sporting de Charleroi. Et on va bien sûr revenir aussi sur la Ligue des Champions qui va débuter mardi. On va retrouver Anderlecht qui va affronter le Bayern Munich. Plutôt Anderlecht qui se déplace au Bayern Munich. Restez bien avec nous sur le 106.8 ou alors le www.rabel.fm. Je vous dis à tout de suite. Arabelle. Eh oh! Ouais, toi dans ton auto, c'est à toi que je parle. Tu m'as pas reconnu? En somme, je suis Big Boss chez Tonton Charmy. Juste pour te dire qu'on a une nouveauté, les tacos de Bruxelles. Alors t'as 2 modèles, le bruxellaire avec du poulain et le clé te paye avec de la viande. Et le secret, c'est la sauce mardi, tout comme d'autres rencontres, Benfica face à Moscou, Manchester United face à Bâle, le Celtic face au Paris Saint-Germain, ça reste dans le groupe B de Anderlecht. Il y aura aussi Chelsea, Karabakh, la Rome face à l'Atlético Madrid, Barcelone, Juventus. Très très gros match à suivre, Olympiakos, Sporting. Après la question donc de Yves, je vais attendre de donner la parole à Georges en dernier parce que Georges a été lui-même acteur. Saïd, que peut faire Anderlecht? Déjà qu'Anderlecht a eu énormément de mal face à Lokeren ce week-end. Que peut faire Anderlecht face à des joueurs, comme l'a très bien dit Yves, qui touchent énormément le ballon? Donc ça veut dire qu'on part du principe que Anderlecht sera privé de la possession de balle.
Est-ce que être privé de la possession de balle convient à Anderlecht ou pas spécialement, Saïd? On a déjà parlé il y a 2 semaines quand il y a eu le tirage au sort et qu'on avait dit qu'Anderlecht avait la chance contre des équipes comme le Paris Saint-Germain et Bayern de Munich. Ce sont des équipes qui travaillent pas défensivement généralement. Georges, on avait dit que le repli défensif n'est pas souvent correct parce qu'ils travaillent pas les principes défensifs collectifs, ils le travaillent pas beaucoup. Donc ça c'est le défaut des grandes équipes. Oui, Hoffenheim hier, et c'est dommage ce résultat d'hier, il me dérange. Et vraiment il me dérange parce que ils se sont fait surprendre, sur rentrée en touche, une balle est sortie, sur rentrée en touche ils ont encaissé un but. Ça veut dire que la concentration et le repli défensif, après une phase arrêtée, ils encaissent. Ça, c'est l'indiscipline tactique. Ça, c'est l'indiscipline. 2, il y a donc dans le dos de la défense allemande, il y a possibilité de les prendre. Et hier, sur le deuxième but, ils les ont pris. Donc, Hoffenheim les a battus hier. Donc, aujourd'hui, ils se sont fait sermonner, sûrement, parce qu'ils sont 5e ou 6e, et qu'Anderlecht doit aller chez eux. Donc, est-ce que c'est peut-être pas le meilleur moment pour aller chercher le Bayern et au moins aller chercher peut-être un petit point à l'Allianz Arena? Je crois que cette piqûre qu'ils ont reçue hier, il fallait pas. Il fallait la laisser qu'Anderlecht la fasse. Parce que aujourd'hui, Anderlecht, face à cette machine, avec un Rudy, un Vital, un Tolisso au milieu de terrain, vraiment, ça va être très dur. Ça va être très compliqué, Surtout qu'Anderlecht aujourd'hui, elle n'a pas de récupérateur. Le seul récupérateur du match, Lokeren, c'était très belle. De Donker ne récupère pas et Najar ne récupère pas. Il y a 3 joueurs qui doivent récupérer, qui ont du travail. C'est Descartes, c'est Spajic, et puis c'est Obradovic. Voilà, c'est 3 joueurs plus au milieu de terrain un joueur. Parce que même Kuhn, s'il joue, c'est pas un récupérateur. Donc face à cette équipe qui a l'habitude d'avoir 75% de possession de balle, c'est énorme. Comment récupérer? Quand est-ce qu'il faut récupérer? Comment? Parce qu'il ne s'agit pas d'aller récupérer dans les pieds, parce qu'un Vidal, vous avez vu, c'est avec sa coiffure de Cherokee, avec des tatouages partout. Allez-y, à lui arracher le ballon. Il pique. Georges, vous avez vous-même joué donc à Anderlecht. Quel souvenir gardez-vous de cette coupe aux grandes oreilles qui est la Ligue des Champions? J'ai eu pendant pratiquement toutes les années cette participation à des Coupes d'Europe, mais nos mentalités à cette époque-là, c'était de savoir dire à nos dirigeants, voilà, je vaux ça. Alors, en championnat de Belgique, c'est clair que l'on peut dominer, mais quand on va au niveau européen, on se dit aïe. Et dans ce aïe, il y a cette mentalité qui a été progressive, en tous les cas, à notre époque, elle était progressive, on la déterminait nous-mêmes avant les matchs. Dans les chambres, on se réunissait à 4-5, que ce soit d'abord les défenseurs, puis les milieux et les attaquants. Chacun travaillait quelque part. Et on avait le sentiment de dire, on n'est pas encore dans la vérité, on ne construit pas encore assez, il faut encore mieux construire et mieux être discipliné dans certaines choses. Et ça, malheureusement, on a mis un peu trop de temps et on n'est pas arrivé à ce qu'on pouvait un jour penser une finale de Coupe d'Europe. Coupe d'Europe, ouais. Avant d'entendre la réaction de Yves, Georges, Ancelotti a déclaré Anderlecht est une très bonne équipe. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est le côté humble de Ancelotti qui dit ça pour dire attention, on doit quand même pas se faire surprendre, même si je pense que lui-même doit se dire qu'il est au-dessus des Mauves, ou alors le Bayern doit se méfier d'Anderlecht? On parle d'un match, ça va se jouer en aller-retour, mais là c'est un match et en un match tout peut arriver. Comme à l'habitude, il y a toujours un temps qui est donné à la composante d'une équipe et au moment où on va se rencontrer. Maintenant, il faut savoir que ce soit des Allemands, que ce soit des Italiens, que ce soit n'importe qui, on considère Anderlecht comme étant encore quelque chose de bon, de dangereux, au niveau et de dangereux. Donc, on se prépare à ça parce que on voit le jeu d'Anderlecht de ces derniers temps en championnat. Ça ne paye pas. Ce n'est pas encore agréable à voir. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore prêt à jouer en bloc. Et le jour, d'ailleurs, dans le match d'avant-hier, on le voyait, ils ont été menés pendant pratiquement les 3/4 du match. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas aptes à prendre l'adversaire très haut dans le jeu. Et en deuxième mi-temps, dans la dernière demi-heure, c'est là qu'ils ont sauvé le match et qu'ils se sont sauvés et qu'ils ont eu la victoire parce qu'ils ont voulu jouer très haut.
On va revenir sur la réaction de Yves et de Saïd. Tout de suite, on va marquer d'abord une petite pause publicitaire. N'oubliez pas l'application Split avec Taxi Vert qui vous propose des pourcentages de réduction lors de votre première course avec le mot de passe Arabelle 2017. Et alors Tunisair qui rejoint aussi l'équipe. On va vous proposer un grand jeu pour la semaine prochaine avec un très beau cadeau à gagner. Donc restez bien informés et restez bien sur le 106.8 avec la réaction de Yves et la réaction de Saïd sur les propos de Georges pour la rencontre Bayern Munich face à Anderlecht. À tout de suite. De retour sur le 106.8, le 3xw.rabel.fm, tous les lundis de 18h à 20h. Foot autrement, on vous parle du football autrement. On aborde aussi pendant une heure en fin d'émission donc un dossier sur ce sport tant aimé par toutes les personnes qui nous écoutent. Alors Yves, tu avais une réaction et après on va écouter aussi la réaction de Saïd concernant les propos de Georges. Une réaction peut-être moins statistique mais plus émotionnelle. Coach, d'expérience, quand tu sais que à Bayern, tu as le cas Lewandowski, où Lewandowski s'est exprimé en disant que le Bayern doit acheter des joueurs de qualité et qu'on n'est pas au niveau du Barça pour gagner la Champions League ou le Real. On a investi dans des joueurs de 40 millions. Entre guillemets, c'est Tolisso qui visait. Quand tu regardes à Anderlecht, pour l'instant, la dernière polémique, Kums, il ne devait pas partir. Tu as ton défenseur central qui vient de signer, qui s'attend à prendre le billet, et le dimanche on lui dit mais tu restes à la maison, on part avec Kums. Est-ce que dans une situation pareille vous ressoudez les liens et quelle était selon toi avec ton expérience d'une Champions League entre guillemets la possibilité de... Je dirais que vis-à-vis de Kums, je ne me serais jamais permis de faire ça en tant qu'entraîneur. Tu as besoin de tout un chacun. C'est pas parce qu'il est dans une période un peu plus délicate qu'il faut pour ça l'éjecter. Il l'a mis sur le banc dans la tribune, pourquoi? Qu'est-ce que ça a rapporté à Kums? Rien. Alors que quand tu as quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, tu le mets sur le banc, mais il participe encore à l'équipe. Maintenant, tu l'as éliminé. Tu lui as donné un coup de pied plus un box. Et ça, moi, personnellement, je n'apprécie pas trop parce que c'est quelque chose que j'aurais jamais fait. Au contraire, je l'aurais accompagné pour le sortir le plus vite possible parce que Kums, on l'a pris parce qu'il avait des qualités, ou sinon on l'aurait pas repris à Anderlecht. Hein. Ouais. Donc parce qu'il vient quand même d'Anderlecht, il a pas eu un passage ailleurs, il est là de nouveau. Donc il faut lui tendre la main pour qu'il soit quand même de nouveau celui-là sur qui on compte. Saïd, pour revenir sur le groupe d'Anderlecht qui est composé du Celtic, du Paris Saint-Germain et du Bayern, la première rencontre est face au Bayern à l'Allianz Arena. On va pas se mentir, Anderlecht est loin d'être favori dans ce groupe pour passer l'étape suivante. Pourquoi pas disputer la 3e place pour l'Europa League? Mais est-ce qu'Anderlecht, Saïd, l'esprit qu'Anderlecht devrait avoir, c'est de se dire on va là-bas, quitte à prendre 2 ou 3-0, on va pour jouer. Si ça paye, ça paye. On peut revenir avec 3 points ou 1 point. Si ça paye pas, tant pis, mais au moins, on aura essayé. Est-ce que c'est pas la mentalité qu'Anderlecht doit avoir dans ce groupe? Mais elle va, Anderlecht c'est un grand club européen. Mais moi j'ai peur qu'Anderlecht ferme et reste fermé pour essayer d'aller chercher un nul et ensuite ils vont prendre 1, 2, 3 et alors après footballistiquement ils vont rien nous proposer. Bon, si vous suivez ce que je dis depuis 2 semaines, je vous ai dit que c'est Obradovic qui est le meneur de jeu. Tous les ballons passent par Obradovic. Demain il va avoir comme opposition un Robben. C'est lui qui doit travailler. Parce que Robben, ils vont avoir ces ballons. Ils vont jouer très haut chez nous. Mais donc, si Robben prend le dessus de Obradovic, alors nous allons manquer. Anderlecht va... Donc, deuxième chose, le problème, c'est que Weiler doit regarder bien avec son staff d'analyse. Il y a un problème au niveau de l'axe. C'est son triangle axial qui pose problème. Tous les ballons qui arrivent chez De Donker ou Trebel, ils reviennent en arrière, mais ils vont pas vers l'avant. Donc, l'équipe ne sait pas se projeter. Il y a très peu de passes vers l'avant. Le pourcentage, c'est 30, 70 en arrière et 30 en avant. D'accord, mais quand on voit De Donker, il fait une passe à Annie, qui est le meneur de jeu, une seule passe pendant tout le match, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, demain, ils vont être étouffés, mais ils ne sauront pas sortir par l'axe. Sortir par les flancs, les deux, Najar, qui vient d'arriver, qui n'est pas en forme, et qui va avoir un Ribéry, de l'autre côté un Robben, et ces 2 joueurs, ils ont été mis au repos hier. Ça fait peur. Ils ont été mis. Donc, dans quel état d'esprit, surtout, qu'ils vont jouer au Bayern et que au Bayern revient avec un résultat négatif.
Oui, mais après, face à leur public, ils vont voir face à un esprit négatif, un mauvais résultat, ça d'accord. Mais le Bayern reste une des très très grosses machines européennes. C'est pour ça. Donc, si demain ils veulent faire la grosse prestation, la grosse démonstration, alors Anderlecht va souffrir. Ouais. Saïd, c'est ce qui me fait peur, moi, encore une fois, c'est quand tu regardes l'activité de Kimmich. Kimmich, les centres, ils sont plus ou moins précis, beaucoup plus précis. Son activité sur le terrain, c'est beaucoup de ballons. Et puis tu regardes un peu plus haut, Robben, on sait toujours qu'il rentre à l'intérieur, ça te met de la pression. Comment est-ce que, en effet, dans une situation où on sait que l'on a notre pourvoyeur de ballon qui est Obradovic, et que malheureusement à côté, entre guillemets, on va avoir un De Donker qui va être sous pression, comment est-ce que Anderlecht pourrait gagner? C'est la question. Est-ce qu'on peut... Georges, une idée? Descendre un élément. Lequel, on ne sait pas quelle sera la composante de l'équipe, hein, donc il faut avancer dans le jeu tout en gardant un milieu de terrain compétitif. Le problème d'Anderlecht, ce problème que l'on cite déjà avec les 3 mêmes joueurs, n'est pas prêt peut-être à aborder ça. Donc, il faut que je le renforce par qui, par quoi. Ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Ça, une dernière, mais une petite minute. Oui, mais c'est très important, j'ai dit. D'habitude, Anderlecht commence très très mal. Et elle va essayer de faire des changements à partir de la 63e minute. C'est toujours enlever un défenseur pour mettre du surnombre offensif. Est-ce que demain, ils vont pas... S'ils le font, c'est un massacre. Donc, ils n'ont pas dans la tête. Demain, il va passer une mauvaise nuit parce qu'il va réfléchir maintenant. Ça va chauffer dans sa tête. Weiler, comment faire les changements. Georges,